je vais vous parler de transparence. Et je vais vous parler de la transparence en général, que ce soit la transparence philosophique, la transparence en politique ou la transparence en technologie. La transparence fait naître une sérendipité. Et une sérendipité particulière, cette sérendipité, elle arme des foules qui s'en servent un peu partout sur Internet. Elle va détruire beaucoup des marques qui nous environnent, et elle va détruire les marques en s'attaquant à notre imaginaire. Parce que notre imaginaire, c'est le territoire des marques qui nous entourent. Je vais vous faire une petite démonstration. On va prendre un imaginaire, Vermeer, peintre baroque du XVIIe siècle, qu'on connaît a priori tous. Et là, vous avez une marque qu'on connaît tous aussi. Une très vieille marque, enfin, elle a 41 ans. Elle nous accompagne tous depuis 4 décennies. Et je vais vous montrer comment, avec un peu d'imaginaire, on peut détruire une marque. En pratique, ça n'est qu'un géant de l'agroalimentaire qui fabrique, dans une usine, des yaourts. Ça n'a rien à voir avec l'artisanat, encore moins avec Vermeer. Cette petite chose que je viens de faire et qui va définitivement vous poser question à chaque fois que vous allez revoir une publicité de la laitière, cette petite chose, des meutes d'internautes s'en saisissent quotidiennement. Et sur Internet, vous martèlent des messages inattendus, de la sérendipité, de façon à détruire des marques. Cet été, vous n'êtes probablement pas passé à côté de ça, qui vous a rappelé que toutes les marques ont une dimension politique. Et n'allez pas écouter les politiques qui vont vous dire que c'est la faute à Internet, c'est la faute aux réseaux sociaux. Les politiques sont les premiers à utiliser la transparence pour régler un problème critique, la confiance. Quand une intense crise de confiance a touché le monde politique français, la première chose qu'ils ont fait, c'est voter une loi sur la transparence. Ça n'a pas beaucoup marché, mais les politiques ont oublié une dimension de la transparence, qui est précisément que la transparence procède du déterminisme technologique. La transparence peut aussi être utilisée par des experts de la technologie comme réponse politique. Vous connaissez tous Wikileaks, et vous n'avez pas manqué de constater que depuis Wikileaks, on ne compte plus les modes d'action politique qui procèdent de la transparence pour imposer une réalité et détruire un mensonge. Et ça ne vous aura pas échappé non plus que Wikileaks s'est accompagné d'une foule d'internautes. Cette foule d'internautes, c'est les Anonymous. Anonymous, c'est quelque chose d'absolument passionnant parce que c'est le premier véritable mouvement social du XXIe siècle. C'est un mouvement spécifique au XXIe siècle, au même titre que le syndicalisme était spécifique au XIXe siècle, au même titre que le syndicalisme était spécifique à la révolution industrielle, Anonymous est spécifique à la révolution numérique. Et depuis l'affaire Wikileaks, les Anonymous ont accompagné tous les grands mouvements de protestation sociale. Que ce soit dans le monde arabe, que ce soit ici aux États-Unis, à Berlin, à Paris, en Chine, à Istanbul ou en Amérique du Sud, les Anonymous ont accompagné tous les grands événements qui ont marqué les populations jusqu'à très récemment en France. Anonymous est très intéressant parce qu'il préfigure les contestations sociales du XXIe siècle. Et ces contestations sociales vont s'opposer aux États, on l'a vu, mais également aux entreprises. Car Anonymous s'est déjà opposé à une multitude d'entreprises. La plus connue d'entre elles, c'est celle-ci. 4 ans avant que Sony soit attaqué par Kim Jong-un et ses redoutables pirates, 4 ans avant ce triste épisode qui vaut très largement Saddam Hussein et l'anthrax, Sony s'est fait attaquer par d'autres types d'ennemis dans ce qui s'est avéré être un véritable Fukushima digital. Sony s'est attaqué à Anonymous, aidé d'un autre groupe de hackers nommé Nullsec. Et Nullsec a procédé à une opération très simple. Ils ont pris ce qui était auparavant de l'ordre du secret chez Sony, des numéros de carte de crédit, des logins, des passwords, et ils les ont rendus publics, rendant possible une multitude de piratages.
Parce que les utilisateurs du PlayStation Network, ils sont comme vous, ils utilisent le même login, le même password partout. Donc à partir du moment où j'ai votre login, votre password, je peux aller partout. Votre compte Amazon, votre compte PayPal, l'intranet de votre entreprise. Et si vous travaillez à la CIA, c'est un vrai problème. Alors ça a eu des conséquences dramatiques pour Sony. Là, on voit un cours de bourse de Sony sur 3 mois. Dans un premier temps, il y a eu Fukushima. Forcément, ça fait beaucoup de dégâts, y compris sur leur cours de bourse. Dans un second temps, il y a eu Anonymous. Et dans un troisième temps, l'arrivée de ce fameux groupe de hackers, à l'ULSEC, qui a instrumentalisé en quelque sorte Anonymous, instrumentalisé les foules. Si on compare ça au Nikkei, qui est l'équivalent du CAC 40 sur le marché japonais, vous voyez que dans un premier temps, Sony et le Nikkei suivent à peu près les mêmes courbes. Et dans un second temps, ça décroche. Et si on fait le bilan, Sony a perdu 3,5 milliards dans cette période sur sa valorisation boursière, dont les 2 tiers sont imputables à Anonymous. Au final, ce Fukushima Digital aura coûté à Sony 1,7 fois Fukushima. C'est colossal. Et dans les éléments qui se sont dégradés dans la valorisation de Sony, au premier plan, il y a sa marque. La marque Sony, parce que figurez-vous que les marques sont valorisées en bourse, au même titre que les entreprises. Une partie de la valorisation d'une entreprise en bourse, c'est sa marque, quand elle porte évidemment une marque connue du grand public. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous rentrons dans un monde où la marque, c'est le talon d'Achille d'une entreprise. Les marques qui sont valorisées en bourse, on ne les compte pas. Il y en a une quantité absolument astronomique et leur prix peut parfois atteindre des sommes qui sont complètement folles. Apple, cette année, a dépassé largement les 100 milliards de dollars. Au total, si vous prenez les 100 plus grandes marques au monde, on est sur une valorisation totale de 2,9 trilliards de dollars. Une énorme bulle. Une énorme bulle constituée sur une relation entre un capital de marque et un capital de confiance. Ce capital de marque, il se calcule de façon assez scientifique, étonnamment, sur la cohérence entre les pratiques d'une entreprise et les valeurs d'une marque. Et ça, c'est précisément ce que vont attaquer les foules. Et elles vont les attaquer sur des lieux que vous connaissez tous, Facebook, Twitter, des choses comme ça. Vous tous, vous avez un compte Facebook, peut-être un compte Twitter, et peut-être avez-vous croisé, il y a 2 ans, cette sérendipité-là, quand le Rana Plaza s'est effondré au Bangladesh, tuant des centaines de femmes et d'enfants ouvriers, et qu'au milieu des gravats et des cadavres, on a trouvé des étiquettes Benetton, mettant en valeur l'incohérence totale entre les valeurs portées par la marque Benetton et les pratiques de l'entreprise. La marque a disparu. 30 ans de communication jetés à la poubelle. Vous n'avez pas pu passer à côté de cette sérendipité-là lors du scandale de la viande de cheval. Là encore, des foules qui s'arment de sérendipité. Et dans le monde arabe, vous n'auriez pas pu passer à côté de cette sérendipité-là durant tout l'été, qui a provoqué un effondrement des parts de marché de Coca-Cola dans tout le monde arabe. La problématique aujourd'hui, c'est qu'on est sur une entreprise qui est de plus en plus dans une relation avec sa marque qui est inspirée de Dorian Gray. On a d'un côté une marque publique, belle, jeune, dynamique. De l'autre côté, une entreprise qui est rarement publique, rarement jeune et rarement dynamique. D'un côté, on a des valeurs. De l'autre côté, on a des pratiques. D'un côté, on a un imaginaire de marque. De l'autre côté, on a une réalité. D'un côté, on a des consommateurs, qui sont une abstraction imaginée par des publicitaires. Et de l'autre côté, on a des citoyens. Vous, moi, nous tous. Personne ici ne peut être réduit à un simple consommateur, à moins d'une sérieuse lobotomie. La problématique dans laquelle on entre, petit à petit, c'est que cette frontière qui existe entre le public et le privé, dont on a tous constaté le déplacement avec Facebook et l'usage qu'en ont les adolescents, cette frontière, elle existe aussi pour les entreprises. Et petit à petit, le domaine du privé de l'entreprise devient de plus en plus public. Et sous l'impulsion de la foule, petit à petit, la vie privée de l'entreprise devient publique. Nous sommes arrivés aujourd'hui à un moment où la révolution numérique va forcer les marques
à appréhender la transparence, à ne pas lutter contre elle, c'est comme lutter contre la marée qui monte, mais à comprendre et manipuler cette transparence et en tirer parti d'une façon ou d'une autre. La révolution numérique va forcer les marques à interagir avec cette foule plutôt que de les subir. La révolution numérique va forcer les marques à intégrer cette fameuse sérendipité, à la faire sienne, à ne pas en être victime. Et enfin, la révolution numérique va forcer les marques à partager l'imaginaire qui était autrefois leur domaine exclusif. Je vous remercie. Attends,